Bonjour à tous, merci d'être là. On est très contente avec Ève d'être ici. Donc j'ai incrusté Ève dans cette conférence. Oui, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Très bien se passer. Mais c'est quand même plus sympa. Et puis de toute façon, moi je ne suis pas artisane. Je travaille dans les métiers d'art depuis 15 ans. Et tout ce que je fais, je le fais toujours en m'appuyant et en collaborant avec des artisans. Donc c'est très naturel pour moi d'avoir Ève à côté pour vous parler de ce sujet. Donc les métiers d'art comme un atout stratégique pour les maisons de luxe. Voilà. Pour commencer, je vais me présenter, vous présenter mon parcours. Donc, comme je commence par vous dire que je ne suis pas artisane, je suis une grande amoureuse et entrepreneuse dans les métiers d'art. Ça a commencé il y a presque 17 ans quand j'ai repris une maison d'éventail qui s'appelle la Maison du Valroy, qui a été fondée en 1827. Et au bout de 8 ans, j'ai gardé du Valroy, dont je suis toujours actionnaire et dont je m'occupe toujours. C'est mon associé qui la dirige. Et moi, j'ai créé Métiers Rares comme un laboratoire de la rareté, avec pour idée d'imaginer des projets qui vont valoriser les métiers d'art. Très concrètement, j'accompagne des maisons pour d'abord définir leur territoire de rareté et surtout des maisons de luxe. Et pourquoi on parle de rareté dans le luxe? Ça paraît assez évident dans l'idée qu'on peut avoir du luxe de l'extérieur, mais en réalité, les maisons de luxe aujourd'hui, elles opèrent à des échelles industrielles et elles fabriquent parfois encore de façon manufacturière, mais à des échelles très importantes. Et donc la rareté est un sujet, est un endroit qui est original pour les maisons de luxe, mais qu'on a parfois besoin d'aller reconquérir. Et ça, j'en ai fait mon métier. Et c'est pour ça que j'appelle ça un laboratoire de la rareté. Donc je vais arriver dans une maison, mais ça, je vous expliquerai ma méthodologie après. Mais en tout cas, j'ai créé Métiers Rares. Et dans la lignée de tout ça, puisque je travaille pour le monde du luxe, et que ce mot luxe, c'est un mot que j'utilise très peu, avec lequel j'étais pas forcément toujours à l'aise, et ben c'est un mot sur lequel je me pose beaucoup de questions. Donc j'ai créé un podcast qui est récent, qui n'est pas celui pour lequel peut-être que certains d'entre vous me connaissent, dont on parlera après, qui s'appelle Manifeste pour un luxe sincère, avec l'idée de chercher, alors j'interviewe des patrons, des CEO de grandes maisons de luxe, pour comprendre avec eux comment la sincérité peut guider une démarche dans le marché du luxe. Donc ça, avec Métiers Rares, c'est vraiment une casquette d'experte de la narration. J'aime pas le mot marketing, mais il y a un petit peu de ça. Le marketing, pour moi, c'est passer d'une idée à une réalité de marché. Donc c'est un peu ce que je fais avec comme boussole la rareté. Alors ça, plus concrètement, on travaille et les missions que je peux faire, elles donnent vie à des objets, à des espaces, à des expériences, à des histoires, à des moments, voilà, vous allez voir plein d'exemples. La raison pour laquelle certains d'entre vous peuvent me connaître, en tout cas j'ai eu le plaisir de voir que pas mal d'exposants l'écoutaient, c'est The Craft Project. Donc The Craft Project, c'est un podcast qui est devenu un média, petit média, micro-média, qui est engagé pour faire grandir l'appétit pour les métiers d'art. C'est un projet associatif qui existe depuis 6 ans et qui est financé par Métiers Rares. Donc c'est entièrement autofinancé. Et depuis 6 ans, j'écoute des artisans d'art pour comprendre pourquoi et comment ils vont consacrer toute leur vie à une matière, à un savoir-faire. Et ça me fascine. Et voilà, il y a 102 épisodes. Donc si vous ne connaissez pas The Craft Project, vous allez pouvoir passer les 6 prochains mois avec moi pour toutes vos siestes, vos jardinages et vos trajets de voiture. Donc 102 épisodes. Donc bien sûr, vous pourriez commencer par écouter Ève Georges, qui je ne sais plus quel numéro c'est, mais ça doit être autour du 15-20 par là, parce que c'était quand même au tout début. Donc c'est d'abord un podcast. Je suis avec mon micro dans plein d'endroits, dans plein d'ateliers tout le temps. C'est aussi un véhicule, enfin une association qui permet de créer des projets de création de contenu en faveur des métiers d'art avec des partenaires. Donc on a fait récemment, l'année dernière, et notamment avec la région Grand Est, un projet très joli qui s'appelle Mon métier demain. Et on était allé, Olivier Jacot est là parce que c'était vraiment notre complice sur place pour ouvrir les écoles, parler aux professeurs, parler aux proviseurs, aux inspecteurs et bien sûr aux élèves pour raconter des métiers en 1 minute, parce que c'est le temps qu'on a sur les réseaux sociaux pour essayer de convaincre. Donc c'est très très court. J'ai aussi fait des podcasts un peu plus longs, heureusement, mais on est allé à Mirecourt, on est allé voir les luthiers, les brodeurs, on est allé voir les manufacteurs d'orgue, les tailleurs de pierre, et vous pouvez trouver ces films sur YouTube. On a fait, je pense qu'on a fait pas loin de 10 millions de vues entre les 2 saisons. Donc c'est un énorme carton, on est très contents, et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est parler le langage de la jeunesse, prendre ces codes des réseaux sociaux pour parler de notre sujet à tous, que sont les métiers d'art.
Et voilà, et je suis aussi contributrice dans la presse. J'écris presque tous les mois dans Connaissance des Arts une tribune sur l'actualité des métiers d'art. Et donc ça fait de moi un porte-voix, mais c'est surtout parce que j'écoute beaucoup. Donc parfois je retransmets les messages qu'on m'a donnés. Et je fais des conférences sur les métiers d'art et sur l'intelligence artisanale en France et même plus loin, puisque la dernière destination dans laquelle j'ai fait une conférence, c'était à Abu Dhabi. Donc voilà. Mais là, la photo, c'était Homo Faber à Venise. Là, ça, c'est un film Mon métier de main, justement. Vous allez rien entendre, c'est pas grave, regardez juste les images. Voilà, ça c'est la campagne. Donc je ne l'ai pas dit et j'aurais dû le dire tout de suite. Elle a été financée avec la Fondation Bettencourt-Schuller et la région Grand Est, qui a aussi participé financièrement pour nous permettre... Alors la production des films, elle a été faite avec la Fondation Bettencourt, mais le fait d'avoir un financement complémentaire de la région nous a permis de sponsoriser ces contenus pour obtenir un maximum de vues. Et ce qui était bien, c'est qu'on a vraiment pu cibler, et c'est la magie des réseaux sociaux, de façon très très précise, sur les jeunes et leurs parents, autour des bassins de formation qui sont très spécifiques, avec des métiers très spécifiques. Donc je pense que c'est ce qui a permis à cette campagne d'être très efficace. Il y a 20 films en tout. Donc je vous invite à vous y plonger. Plein de métiers, plein de savoir-faire. Et ce que moi j'ai découvert, et pourtant je suis dans le milieu depuis longtemps, mais en fait on va peu dans les écoles. Et j'ai été hyper touchée et émue de la qualité des personnes que j'ai eues en face de moi, les professeurs, les agents de la fonction publique, comme Olivier bien sûr, mais toutes les personnes impliquées en région, localement, pour valoriser les formations, faire en sorte qu'elles continuent avec des problématiques toujours de flux, de financement, en ayant des créativités administratives incroyables pour permettre aux formations de perdurer. Voilà, j'ai trouvé ça très beau et j'étais vraiment très fière de pouvoir montrer et partager ce travail, et c'est la vocation du Craft Project. Alors on change d'ambiance ici avec un projet que j'ai monté. Alors pareil, on s'en fiche du son, mais je vous raconterai après ce que ça raconte. Là, je vous montre un monsieur tout nu. Donc ça s'appelle Objet sensuel, et c'est une expo qu'on a montée, et Ève était là bien sûr avec nous au Meurice, au 4e étage, pendant les travaux de rénovation. Ils nous ont donné les clés, et j'ai eu carte blanche pour monter une expo, pour raconter les métiers d'art comme je les aime et comme je les vois, sexy, désirables, vivants, extrêmement contemporains. Et on a pris cet angle de la sensualité. C'était un petit peu racoleur, mais c'était fait exprès. Et ça nous a permis, pour cette exposition secrète, clandestine, accessible seulement de bouche à oreille, d'avoir plus de 2000 personnes qui sont venues sur le chantier voir, découvrir les 25 artisans d'art qui ont joué le jeu pour montrer leur travail. Et ça, c'était un très bel exemple. Et on porte ce rêve avec Ève, qui est là à côté de moi, de continuer à faire ce travail de curation, de commissariat d'exposition. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de métiers rares et de la présence d'Ève à mes côtés, elle va parler beaucoup plus quand on parlera du concret des projets avec les maisons de luxe. Mais Ève, en plus d'être tout ce qu'elle est, c'est-à-dire souffleuse de verre, designer, artiste, elle est aussi directrice artistique, et elle est l'œil de métiers rares. Ça veut dire qu'on a un Instagram génial, et je le dis en toute modestie parce que c'est Ève qui fait tout, où on a, en fait, avec Ève, on est passionnés de poésie toutes les deux, on travaille ensemble, mais on est aussi super copines, et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire sur cet Instagram de métiers rares qui a quand même 20 000 followers, et ça augmente toujours, et on veut utiliser cette plateforme en y mettant du sens, en y mettant de la beauté, en y mettant ce qui nous anime, nous, la beauté, la poésie, les savoir-faire. J'ai pas du tout cette vocation à moi aller chercher mes clients sur Instagram, mais il y a cette visibilité, et donc on a créé un Instagram qui est une beauté, où Ève va chercher des
des objets extraordinaires en France et dans le monde entier, faits bien sûr par des artisans d'art. Et elle compile des anthologies de poésie, elle déniche partout des vieilles anthologies pour mettre un poème et un objet. Il n'y a pas systématiquement un poème, mais parfois il y a un poème, parfois il y a un objet. Et voilà, et on va jusqu'à faire des lectures de poésie dans mon endroit à Paris qui s'appelle Métiers Rares, enfin qui est une petite boutique. Et voilà, donc c'est pour vous dire un peu le genre d'ambiance et de la façon dont nous on aborde les choses et la création dans tous les projets qu'on fait. Donc là, moi j'ai 2 casquettes, j'ai Métiers Rares et j'ai The Craft Project, mais les 2 casquettes elles se réunissent dans une quête qui est une quête de rareté et qui s'exprime que ce soit dans les projets dont on va parler avec les maisons de luxe, je n'oublie pas que c'est le thème de cette conférence, mais aussi dans tous les projets qu'on peut faire en faveur du secteur. Donc concrètement, métiers d'art et le luxe, de quoi on parle? Donc moi, j'ai une légitimité à prendre la parole parce que les maisons de luxe, c'est mes clients avec Métiers Rares, et j'ai porté depuis 10 ans beaucoup de projets qui ont impliqué des donneurs d'ordre issus des maisons de luxe et des ateliers d'art qui ont pu travailler, souvent plusieurs en même temps, sur des projets. Ça a généré du chiffre d'affaires pour les ateliers, ça a généré des jolis projets. Voilà, donc c'est ça que je fais. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en étant témoin de ce lien, alors pardon, je suis un peu brouillon là, mais vous êtes sûrement des connaisseurs si vous êtes ici. Mais la plupart des gens pensent que c'est une évidence, maison de luxe et métier d'art, comme si ça allait ensemble. Pour certaines personnes, c'est même synonyme. Et vous le savez certainement, nous on le sait de l'intérieur, c'est pas synonyme. C'est 2 mondes qui sont assez éloignés en termes de format, en termes de façon de fonctionner, en termes de timing, en termes d'enjeux, en termes de vocabulaire. Et en réalité, le travail qui peut y avoir à faire pour construire des relations entre des ateliers d'art et des maisons de luxe, c'est un grand travail. Et donc, les liens qui peuvent se faire, alors il y a des manufactures artisanales qui sont intégrées aux maisons ou alors qui travaillent pour les maisons. Quand on parle d'artisans d'art, moi je parle plutôt des artisans que vous voyez ici au Salon Résonance, qui sont des artisans qui vont travailler de façon indépendante ou en structure assez réduite pour créer des objets en parlant de la transformation, la création d'une matière avec la maîtrise d'un savoir-faire rare. C'est de ça dont on parle, et l'intro du podcast The Craft Project, c'est qu'un artisan d'art va réunir la technique du virtuose, la poésie du créateur et le génie de l'inventeur. C'est Aurélien Fouillé, qui est sociologue, penseur des métiers d'art, qui a formalisé cette définition qui, moi, me parle beaucoup et à partir de laquelle j'ai créé une boussole de la rareté que vous allez voir plus tard. Et voilà, donc c'est de ces métiers d'art dont je parle et de leur lien avec les maisons de luxe. Et donc, la base, c'est de parler du produit. C'est sûr que les métiers d'art, ils arrivent en lien avec les maisons de luxe pour fabriquer, mais c'est ce que je veux dire, mon message peut-être aujourd'hui, et surtout pour les artisans qui ont besoin de vendre leur travail, c'est qu'il y a des opportunités bien au-delà du produit. Et alors déjà, le lien originel entre les métiers d'art et le luxe, c'est le produit. Alors là, on montre Hermès, qui est le pionnier, la personne morale, l'entreprise qui, je pense, valorise, pérennise de la façon la plus exemplaire les manufactures artisanales en son sein et les artisans d'art, que ce soit sur le produit évidemment, qui reste d'immense qualité, mais sur tous les autres aspects, la communication, l'événementiel, la formation, la valorisation des artisans. Voilà. Moi, je trouve que c'est un peu une référence que j'ai toujours à cœur de suivre et pour lesquels je ne travaille pas parce qu'ils n'ont pas du tout besoin de moi. Mais au-delà du produit, en tant que maison de luxe et en tant que grand groupe de luxe, il y a 2 choses. Il y a les métiers d'art comme une instance de fabrication, comme une créateur de valeur, mais il y a aussi les métiers d'art comme aura culturelle, évidemment. Et les 2, l'un ne va pas sans l'autre. Et pour donner un exemple de l'utilisation des métiers d'art pour leur aura culturelle, je parle du 19e. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le 19e, c'est un lieu qui est porte d'Aubervilliers, que Chanel a créé pour réunir tous les ateliers d'art qu'ils ont rachetés depuis les années 80.
Donc il y a 11 maisons d'art qui sont là et qui, donc Maison L'Oignon, Maison Le Marié, Gossens, Maison Michel. Il y a 700 artisans au 19e. Il y a aussi une galerie qui fait des expositions, qui crée des ponts entre les métiers d'art et l'art contemporain, des conférences. Et là, c'est vraiment un lieu qui montre les métiers d'art comme, comme une proposition culturelle, en plus d'être un lieu de fabrication et de transmission. Mais les métiers d'art pour le luxe, c'est aussi une nécessité stratégique. J'en parlais en introduction sur le fait que le luxe, il y a une telle croissance et même une hyper croissance pour les maisons de luxe que là, il y a une saturation en fait sur les capacités de production et sur la conquête des marchés. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à des tels volumes que l'augmentation de la valeur, elle va se faire sur le prix, mais les clients sont saturés par l'augmentation de prix et ont besoin d'aller chercher, retourner à la rareté, à la valeur ajoutée, à la valeur de la matière et du savoir-faire, qui reste pour 67% d'entre eux la première raison pour laquelle ils achètent un bien de luxe. Et pourtant, d'un autre côté, les maisons, elles ont organisé leur fabrication pour pouvoir répondre à une échelle industrielle qui est difficilement compatible avec une production artisanale exceptionnelle. Donc, entre les deux, il y a vraiment une problématique de rareté qu'il faut aller chercher, résoudre, et qui est vraiment la problématique que se posent la plupart des maisons de luxe. Et aujourd'hui, 80% des clients interrogés expriment, c'est un rapport de McKinsey qui est sorti cette année, expriment leur insatisfaction sur la qualité des produits de luxe qu'ils achètent. Et par ailleurs, 80% de la croissance est drivée par les VIC. C'est les clients les plus exceptionnels des maisons de luxe. C'est les clients qui sont les top spenders, on les appelle les ultra HNWI. Ultra High Net Worth Individuals, c'est des personnes qui ont plus d'1 million d'euros d'actifs liquides à disposition. Voilà. C'est une catégorie de marché, une catégorie marketing qui sont un peu la cible auxquelles les maisons de luxe s'adressent. Et donc, ces clients-là, qui sont experts, connaisseurs, qui ont une grande culture du luxe, attendent des objets d'exception, mais aussi des expériences d'exception, des lieux d'exception. Et c'est ces clients-là qu'il faut pouvoir satisfaire. Et pour ça, la rareté est centrale dans la création de valeur. Et ça, c'est une opportunité pour les artisans. Parce qu'après des années d'hypercroissance, portée par la croissance des volumes et la conquête des nouveaux marchés, le marché du luxe se resserre sur le savoir-faire, sur la singularité et sur l'expérience. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc la première chose que les métiers rares permettent, c'est créer des produits d'exception. Donc là, on va vous montrer quelques exemples. Il y a une très très jolie collaboration de Fendi qui s'appelait Hand in Hand, où ils ont fait des collaborations avec des artisans d'art italiens pour développer ce sac. Ici, on a William Amor, qui a fait une collaboration avec Versace. Alors William Amor, il est très aimé des maisons parce qu'alors lui, il coche toutes les cases. Déjà, c'est un artisan d'art, il vient des techniques de l'ennoblissement, du parurier floral, qu'il a réinterprété sur des supports contemporains en réinventant ses matières. Il fait des marqueteries de mégots de cigarettes, il récupère les sacs plastiques comme là par exemple, et il fait des jardins entiers avec des déchets issus de la pétrochimie. Donc ça, c'est du caviar pour une maison, parce que c'est des beaux objets qui répondent à des problématiques de responsabilité sociale et environnementale. Et bien sûr, nous qui travaillons pour ces projets ou parfois les conceptualisons pour les maisons, on fait très attention à ce qu'on peut appeler le craft washing. C'est toujours une petite alerte qu'on a en tête pour faire en sorte que les projets qu'on accompagne, qu'on porte, ils s'inscrivent dans une démarche sincère. Un autre exemple, alors auquel je suis pas complètement étrangère, puisque c'est ma maison d'éventail qui a fabriqué cet éventail avec Lison de Caunes. Donc vous voyez sur des objets qui sont des objets d'image magnifiques. On voit Chanel qui fait collaborer la haute couture sur le monde du parfum. C'est toujours un vrai sujet pour les marques comme Chanel qui ont à la fois de la haute couture et du parfum beauté, de réconcilier ces deux univers. Et ça, c'est une très belle opportunité pour les métiers d'art de venir comme un terrain commun, un langage commun entre des univers très éloignés. Une grande maison à regarder de près sur les collaborations artisans d'art et parfums, c'est Guerlain. La plupart des artisans qu'on aime ont à un moment ou à un autre fait une collaboration pour Guerlain. Et ils ont en fait une directrice artistique, une directrice du patrimoine, Anne-Caroline Prazan, qui est passionnée des ateliers, qui va elle-même dans des ateliers, qui connaît les artisans directement et qui adore porter ces projets-là.
Donc il y a plein d'exemples que vous pourrez aller voir sur leur site. Hermès, évidemment, avec ici une marqueterie de cuir. Je crois que je dis pas de bêtises, ouais. Des projets ici avec Tiffany & Co, notre ami Daniel Arsham. Et là, ici aussi, ce qui était intéressant dans cette collaboration, au sein de la maison, entre la haute joaillerie Christian Dior et la beauté, c'est de pouvoir faire un peu voyager et circuler les savoir-faire en interne. Et donc, on a un rouge à lèvres qui est un objet joaillier. Donc ça, c'est autant d'exemples de comment les métiers d'art et les savoir-faire vont permettre de créer des produits, des catégories de produits qui vont être ce qu'on appelle l'Uberluxe, au-delà du luxe. Ça, c'est un projet sur lequel Métiers Rares a travaillé avec Daniel Arsham, où on a fabriqué dans une entreprise en Normandie toutes ces surbouteilles avec le bas-relief de Daniel Arsham. On a travaillé avec un fondeur en Auvergne pour faire le bas-relief sur le bronze du coffret. Et bien sûr, un ébéniste pour faire ce coffret lui-même. Voilà le type de projet qu'on peut porter avec différents ateliers. Ça, c'est aussi un projet sur lequel j'ai travaillé avec Nelly Saunier pour la maison Annecy. C'est une Dame Jeanne, donc c'est 10 litres d'un cognac exceptionnel, un assemblage qui existait une seule fois. Et nous, on a été missionnés avec Métiers Rares pour penser ce contenant. Et on a travaillé avec Nelly Saunier, qui est plumassière, maître d'art, et qui a créé cette œuvre magnifique. Et puis, il y a plein d'éléments un peu cachés qu'on voit moins, où on a travaillé avec des usineurs, avec un bronzier d'art, pour penser ce chapeau avec les fils de laiton qui sont des cordes à piano. On a aussi fait les coffrets, parce qu'on ne pouvait pas vraiment mettre du cognac dans cette Dame Jeanne en plume. Donc, elle venait livrer avec 10 coffrets, des bouteilles d'1 litre que vous voyez juste à côté. Ça, c'était avec Pierre Salagnac pour Ruinart, où on a fait pousser des branches de bronze sculptées par Pierre, sculptées dans la masse sur un cep de vigne. Voilà, donc ça, c'était le produit. Est-ce que, Ève, il y a un projet dont tu aurais le droit de parler, sur lequel vous avez bossé avec Atelier Georges ? Oui, moi j'ai travaillé pas mal avec la maison Richemont et notamment la marque Cartier. Alors je parle de projets qui ont existé, qui sont sortis forcément. Le tout premier projet pour lequel j'ai collaboré avec la maison Cartier, c'est qu'ils avaient, je vais rebondir sur la notion un peu RSE de ces maisons de luxe, parce qu'en fait elles peuvent vraiment s'implanter à beaucoup d'endroits. Là, la problématique de départ était la décoration de Noël des boutiques, dans une logique on va arrêter d'acheter chaque année des décorations pour nos sapins de Noël, particulièrement dans ce qu'ils appellent les boutiques temples. Donc c'est les 3 boutiques mondiales principales, qui est celle du 13 rue de la Paix, à Londres et à New York. Et donc, en fait, ils avaient l'ambition de s'ancrer sur un temps long, en se disant, nos décorations de Noël, en tout cas pour ces boutiques-là, elles vont être siglées Maison Cartier, elles vont être fabriquées en France à la main. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on est intervenu. Donc, nous, au sein d'Atelier Georges, on dessine et on fabrique les projets qu'on met en œuvre. Donc ça, on pourra y revenir plus tard, mais en tout cas, dans la démarche projet, c'est assez important de se dire qu'il y a autant des marchés pour de l'ouvrage sur commande et des marchés pour de l'ouvrage conçu et fabriqué pour les réalités d'un atelier. Et donc, comme ça se passe toujours avec nos clients, on part d'un brief maison, donc il faut vraiment qu'on s'immerge dans l'ADN de la maison. Bien sûr, ils viennent nous chercher pour un savoir-faire et un univers plastique, mais ce qui nous intéresse, c'est de parler pour Cartier, c'est pas de parler pour nous-mêmes. Et donc, on a dessiné des boules de Noël qui sont véritablement des icônes de la marque, celle qui a le mieux marché, parce que la production a ensuite été démultipliée pour beaucoup d'autres boutiques. C'est une boule de Noël de la forme de ces fameux écrins de bagues Cartier, donc cette petite boîte rouge avec une forme un petit peu octogonale comme ça. Donc voilà, je ne vais pas vous donner le nombre de boules de Noël qui ont été produites à l'issue de ce projet, mais il a eu énormément de succès, qui a été renouvelé l'année d'après, non pas pour les mêmes boutiques puisque eux ils les ressortent, et ça c'est la magie de on arrête de jeter, mais pour d'autres boutiques partout dans le monde. Voilà. Merci Ève. Oui, parce que en fait, je sais pas, il y a beaucoup d'artisans là qui nous écoutent aujourd'hui. Pas beaucoup. Mais alors donc, ce qui est important de savoir dans ces projets, c'est qu'il y a une partie invisible, impossible à chiffrer, impossible à mesurer et à laquelle on ne peut pas s'attendre. C'est la difficulté de la direction de projet.
Et c'est pour ça que, voilà, ça c'est quelque chose dont je pense que c'est important de pouvoir témoigner quand on parle à des professionnels, à des artisans qui ont très envie d'aller vers ces marchés-là. C'est de bien penser le temps que va prendre la direction de projet, les échanges, les allers-retours avec ces maisons, et notamment de le réfléchir même au moment du devis. Mais bon, si vous êtes pas artisan, on va pas vous s'embêter avec tout ça, plus sur les façons dont le luxe, dont les maisons de luxe et dont les métiers d'art, enfin voilà, les dialogues entre le luxe et les métiers d'art, c'est tout ce qui concerne l'expérience. Et dans l'expérience, c'est la relation entre une personne, un client, et ça commence par la relation entre un client et un lieu. Et il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans l'hôtellerie et ce qu'on appelle l'hospitalité, c'est des croisières, des bateaux comme celui qu'on voit ici, le voilier LVMH, mais le Ritz va avoir son propre voilier expérience, le Crillon également. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui pour créer des expériences les plus luxueuses possibles. Au-delà du produit, aujourd'hui, le nouveau territoire à conquérir, c'est l'expérience. Et donc, ça veut dire qu'il y a des espaces qui sont créés. Et quand des espaces sont créés qui doivent être très luxueux, c'est une opportunité pour les artisans d'art. Parce que ça permet d'avoir des luminaires exceptionnels, des portes, je pense comme ça, des portes d'ascenseur entièrement gravées et patinées par Steven Richard, des pièces entières en marqueterie de paille avec les ondes de cône. T'as bossé toi sur des projets comme ça, espace ? Alors plutôt pour de la boutique, du coup. Moi, je travaille beaucoup plus à l'échelle de l'objet que de la surface, mais ça nous est arrivé, oui, pour des présentations produits, de faire des objets qui, en fait, devenaient des objets de décor, tout simplement, et qui n'avaient pas une vocation utilitaire. Ouais, tout à fait. Donc c'est une belle opportunité, notamment aussi pour tous les métiers du textile, du tissage, du tapis, des rideaux, de la passementerie, qui trouvent ici des débouchés pour leur savoir-faire. Il y a aussi quelque chose qui a beaucoup, que moi j'ai vu plutôt récemment, c'est cette volonté des maisons d'avoir des brand homes. Tu parlais des temples de quartier. En fait, les maisons de luxe ont besoin d'un ancrage physique, pour la valorisation de leur patrimoine et de leur histoire. Donc Ruinart a fait sa brand home en Champagne, Cartier a ses temples, et ça aussi c'est des occasions de créer des décors qui vont durer longtemps, parce que c'est un peu quelque chose dont on a souffert pendant quelques années, c'est que les boutiques, le design des boutiques changeait beaucoup, donc ils investissaient peu dans des métiers et dans des savoir-faire coûteux. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de créer des temples qui vont durer, et donc Cartier a été vraiment le donneur d'ordre des ateliers d'art en France pendant les 5 dernières années. Il y a eu un changement de direction artistique, et puis ils ont déjà fait tout leur temple, donc ça s'est un peu ralenti, et ça a été difficile pour des ateliers qui dépendaient un petit peu de ces commandes-là, mais Cartier a été très très leader sur ce type de sujet. Là, je vous montre, pour vous donner des exemples, d'autres projets qu'on a fait. Là, c'était avec Aurélia Leblanc, qui est tisseuse, elle est tisseuse, c'est ça son métier. Elle travaille pour la haute couture au départ. Et puis, comme beaucoup d'artisans de la haute couture, elle a aussi changé un peu d'échelle, retravaillé son métier à tisser. Alors ici, c'est des jardins tissés. Elle avait fait ça pour Objets Sensuels, et puis après, elle a continué. Et ensemble, on l'a proposé à Dior Haute Joaillerie pour des expériences en boutique. C'était une collection qui était, comme toujours chez Dior Haute Joaillerie, très florale. Mais donc là, Aurélia a tissé des jardins en direct pendant la soirée. C'était très beau. Et Aurélia Leblanc, je vous invite à découvrir son travail. Elle a aussi, avec Lucille Viau, dont on va reparler après, mis au point une technique pour faire du verre tissé. Vraiment du verre. C'est des filaments de verre qu'elle vient tisser dans son métier à tisser. C'est très très beau. Toujours un travail autour des fleurs pour Dior, c'est qu'il y avait une présentation de collection au lac de Caume. On a sourcé les fleurs localement autour du lac de Caume, qui étaient des pétales de fleurs séchées, et on a créé des petits tableaux de pétales comme ça avec une artisane que j'aime beaucoup qui s'appelle Bérangère Amelsan. C'est pour vous donner des idées peut-être auxquelles vous vous attendiez pas, de collaboration entre des artisans et des maisons. Boutique Cartier toujours. Alors ici c'est Lucie Touré. Mais on a aussi, je pense à Cédric Pelletier, qui fait de la peinture en décor ultra réaliste, qui a fait des panthères dans le monde entier. Donc vraiment, Cartier a beaucoup porté les métiers d'art.
Donc on a parlé du produit, on a parlé des espaces. Les métiers d'art, c'est aussi une façon pour les maisons de créer un storytelling authentique. Donc là, je vais vous parler aussi d'une mission sur laquelle j'ai travaillé pour Chaumet. La maison voulait parler mettre en avant ses savoir-faire, mais qui sont assez confidentiels et petits à l'échelle de la marque et petits aussi par rapport aux autres maisons de joaillerie. Chaumet, c'est une petite maison. Ils ont un petit atelier qui est magnifique avec un chef d'atelier génial qui est le 14e chef d'atelier depuis la fondation de la maison. Donc, c'est une très, très belle lignée. Mais ça reste petit. Et donc, moi, je leur ai proposé d'ouvrir les bras aux autres virtuoses pour mettre en valeur leurs propres virtuoses. Donc, on a fait des conversations virtuoses entre, par exemple, le chef d'atelier de Chaumet et le bras droit de Jean Nouvel, qui s'appelait Aurélien Coulange. On a fait l'acheteuse pierre de couleur et une mosaïste magnifique dont le nom est en train de m'échapper. J'ai son visage dans la tête là, mais là je sais plus son nom. Mais bon, vous voyez l'idée et puis vous pouvez tous les trouver très facilement. Et donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est un podcast avec une conversation croisée et ensuite un film très court pour amener les clients dans cette conversation experte autour des savoir-faire. Autre sujet un peu inattendu mais qui nous a permis de raconter les métiers d'art, pour Louis XIII, on a fait une symphonie, on a composé une symphonie à partir des bruits d'atelier. Alors ça, je trouve que j'ai une relation particulière avec l'ingénieur du son avec lequel je fais mon podcast depuis 6 ans, qui est, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais il le prendra pas mal. Il est génial et complètement fou, complètement maniaque du son, mais il a l'oreille absolue. Donc lui, il passe des semaines sur chaque podcast. Vous verrez quand vous les écouterez que c'est très agréable à écouter. C'est parce qu'il est complètement maniaque et qu'il enlève chaque E, chaque respiration, chaque double consonne, qui vérifie en fonction de la personnalité des gens que j'interviewe si la couleur du son est juste. Voilà, bref. Donc lui, c'est vraiment la bonne personne pour faire une symphonie d'atelier. Et donc, je m'amuse beaucoup à imaginer des contenus comme ça avec lui. Sur les métiers d'art aussi, comme façon de porter des projets de responsabilité sociale et environnementale. Donc là, c'est le verre de Charente de Lucie Livio. Donc là, on a bossé avec la maison NCI. C'est 1 an de recherche et développement alors Lucille, son métier, c'est de créer des verres et des matières à partir des déchets d'un territoire. Elle l'a fait avec les îles du Ponant, elle l'a fait avec la Bourgogne, et ensemble, moi j'ai juste fait en sorte que ce projet existe. On l'a fait pour la maison NCI, elle l'a fait pour la maison NCI, et on a sorti un verre noir comme ça que vous voyez sur les photos, qui est créé en utilisant les déchets de la distillerie. Donc on est allé gratter les cuves, les alambics, pour aller récupérer il y avait une matière ici qui s'appelait, je ne sais plus comment ils l'ont appelée, mais qui nous permettait de récupérer de la silice. On a récupéré la vase de la Charente qui avait été dévasée 2 ans avant, elle a retrouvé ça. Puis les déchets de cristal qui est des capuchons de la carafe NC, et tout ça a permis de créer une nouvelle matière. Alors, ce qui est triste, mais ce qui est symptomatique, c'est qu'après 1 an de R&D, développement d'une très belle matière, le projet s'est complètement arrêté parce qu'on a changé d'interlocuteur au sein de la maison. La directrice marketing est partie et puis tout le monde s'en fichait de ce projet compliqué, difficile à comprendre, à défendre. Voilà. Ça, c'est une problématique qu'on retrouve souvent, c'est que les projets métiers d'art, surtout ceux-là, ils demandent beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie sur les sujets. Il faut des gens très, très passionnés des 2 côtés. Et souvent, moi, tous les clients que j'ai dans les maisons, c'est des grands passionnés, engagés, investis. Mais quand ils changent, souvent, ça s'arrête et puis c'est comme ça. Donc chez NC, on avait donc une cliente très passionnée qui nous a beaucoup permis de faire des choses intéressantes. Et là, on a créé un programme NCN, c'est-à-dire qu'on est allé voir les ouvriers qui mettaient, c'était la ligne manuelle. La ligne manuelle, c'était la moins considérée parce que ce qu'ils aimaient, c'était ceux qui avaient les grosses machines avec des centaines de milliers de bouteilles qui passaient par jour sur leur machine. Ça, c'était la classe. Et ceux qui mettaient manuellement les bouteilles un peu précieuses dans les coffrets, c'était moins la classe. Donc nous, on est allé voir ceux-là et on leur a imaginé un exercice. Donc on a monté un exercice avec un artisan d'art, avec Pierre Salagnac, qui bossait avec moi. Et on a vu qu'il y en avait 10 d'entre eux qui avaient vraiment quelque chose dans les mains. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait leur proposer de faire eux-mêmes des décors sur les bouteilles au lieu de mettre juste les bouteilles dans la boîte. Et c'est devenu les NCNs. Et nous, on leur a
imaginé un décor qui était un décor au fil de soie comme ça, mais aujourd'hui, ils sont 15 à l'atelier, ils font plein de trucs, de la calligraphie, de la marqueterie, de la dorure à la feuille, et c'est devenu vraiment un atelier. Et donc, les gens de la ligne manuelle sont devenus les stars d'Annecy. Ils ont des blues Hennessy Hands, et voilà. Et donc ça, je suis assez contente de cette affaire-là. Le prix DS Métiers d'Art, ça fait partie aussi des choses qu'on a pu porter entre des maisons. Alors, c'est pas une maison de luxe en soi, mais quand même, c'est une catégorie luxe sur le marché de l'automobile, DS. Et avec eux, on a créé un prix qui s'appelle le prix DS Métiers d'Art, dont Métiers Rares est partenaire. Donc, nous, on fait connaître cet appel à projet sur l'Instagram de Métiers Rares. Et des artisans de tout savoir-faire, même des savoir-faire qu'on n'imaginerait pas du tout en lien avec l'automobile, vont pouvoir proposer leur travail. Et t'avais proposé des choses, toi ? Non. Et c'est pas grave du tout. Mais on avait des verriers qui avaient travaillé parce qu'on avait une thématique autour de la transparence. Cécile Feischenfeld, qui travaille autour du tissage, avait gagné une des saisons. En tout cas, ce qui était intéressant ici, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était de voir des mariages inattendus de matière et de savoir-faire entre l'automobile et les métiers d'art. Mais ils ont fait la déesse du président de la République, qui était présentée au Salon Révélation l'année dernière, où on voit la marqueterie de paille de Lison de Caunes sur le tableau de bord. Et voilà. Donc, écoutez, luxe et métiers rares et métiers d'art, c'est le boulot, c'est ce que j'ai fait avec Métiers Rares. Donc, j'ai un peu inventé un métier. Et pour ça, j'ai inventé une méthodologie surtout qui me permet d'essayer de mettre en place des projets efficaces. Et donc, je me suis appuyée sur la définition d'Aurélien Fouillet pour inventer ma boussole de la rareté. Et ma boussole, elle est guidée par la technique, la virtuosité technique, le goût du travail qui est au cœur de chaque artisan, mais que que j'aime pouvoir m'approprier moi, qui ne suis pas artisan. Donc vous êtes beaucoup qui n'êtes pas artisans, et on a le droit, nous aussi, de s'inspirer de l'intelligence artisanale dans nos vies. C'est ce que moi je fais. Donc avec cette technique, avec la poésie qui guide ma vie, qui guide ma façon de conduire les projets, en laissant les fulgurances créatives advenir, en proposant, en nourrissant des liens inattendus, en restant toujours au contact de ceux qui créent, de ceux qui font. Donc la poésie. Le génie, ça a l'air prétentieux quand on le sort du contexte, hein, mais le génie, c'est une façon de traduire la métisse, qui est la capacité à innover et à inventer. Et ça, c'est au cœur de la définition d'un atelier d'art qui va toujours chercher des solutions techniques, puisque c'est résoudre des problèmes techniques pour pouvoir toujours innover. Et l'innovation n'est pas du tout quelque chose qui, on le sait tous ici, hein, mais qui est antinomique avec les métiers d'art. Par définition, un métier d'art innove tout le temps. Donc le génie, c'est ce moteur-là. Et la liberté qui permet justement de créer son métier, créer son marché, créer ses projets, aller chercher justement des projets qui ont du sens. Et c'est ce qu'on fait tout le temps avec Eve quand on veut avoir des idées qui nous permettent de mettre en œuvre des savoir-faire qu'on aime, de faire en sorte qu'ils soient rémunérés correctement, nommés correctement. Ça demande une liberté, une intégrité, une capacité à s'auto-financer. C'est ça aussi la liberté quand on est entrepreneur, quand on est indépendant. Et voilà, donc tout ça, ça guide c'est la boussole de Métiers Rares. Pour vous parler rapidement, vraiment, parce que je suis pas là pour vous pitcher ou pour vendre mes services, hein, mais pour vous dire, pour que vous voyez un peu concrètement comment les choses se passent, c'est que ma méthodologie, c'est toujours la même. Ça commence par cartographier un territoire de rareté en m'appuyant sur le patrimoine, le savoir-faire et les humains, les vrais gens que j'ai en face de moi à ce moment-là. Parce que c'est ça la réalité des projets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et les projets ils sont portés par des humains, donc en fonction de qui on a, du temps pendant lequel ils vont rester sur ces postes, des choses aussi concrètes que ça, on ne va pas proposer les mêmes projets. Et ensuite, cette rareté, cette cartographie de la rareté, elle permet de se déployer dans le produit, on en a parlé, pour des éditions limitées, des collaborations artistiques. Dans la narration, ça, moi, si j'ai un talent, c'est celui-là, en vrai, c'est celui d'écrire. Donc je vais écrire des idées, des projets, des manifestes, des lexiques, un vocabulaire de marque, un vocabulaire de savoir-faire, qui va permettre ensuite d'aller faire une médiation. Et pour moi, la médiation, c'est la narration en action. Et ça prend plein de formes. Ça peut prendre la forme d'une expérience client, d'une exposition, de conférences, de formation en interne pour les collaborateurs. Et voilà, et puis je travaille pour beaucoup de maisons. Pour profiter de la présence d'Ève à mes côtés, Ève, toi, tu as deux activités. Tu es à la fois, donc tu le disais, tu travailles pour des maisons de luxe sur des projets dans lesquels tu vas mettre ta créativité au service d'un besoin. Mais vous avez aussi votre propre création.
Oui, complètement. Et en fait, ça s'est plutôt fait dans ce sens-là. Lorsqu'on a fondé l'atelier, en fait, je dis on, c'est pas une manière de me cacher derrière le nom de mon entreprise parce qu'on est deux cofondateurs, moi-même et Laurent Fichot, on est tous les deux souffleurs de verre. Et en fait, on avait à cœur, je pense comme la plupart des exposants de ce salon, en fait, de vendre notre propre travail artistique au travers de notre médium d'expression qui, pour nous, est le verre. Et donc ça, on l'a très rapidement fait autour de collections d'objets. Ces collections d'objets, en fait, elles émanent véritablement non pas d'un besoin économique ou même d'une étude de marché. Alors, je demande à Christophe de se boucher les oreilles, mais véritablement, lors de la création de la toute première collection, on n'avait absolument aucune intuition de est-ce que ça va marcher, qui sont mes clients, etc. En fait, on avait vraiment à cœur d'exprimer quelque chose avec la matière. Et c'est comme ça que se juxtapose dans cet ensemble à la fois des luminaires, mais aussi un presse-agrumes, un coquetier, un peu d'art de la table, voilà, ce genre de choses. Et puis, en fait, fort de cette première expérience, on s'est rendu compte que ça définissait des territoires, des marchés et des clients différents. Et donc, en fait, finalement, le projet entrepreneurial de l'Atelier Georges s'est construit, mais de façon complètement empirique à partir de ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que se dire « je veux travailler pour le monde du luxe », en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai plus l'impression que c'est un projet après l'autre, en fait, qui amène l'interlocuteur qui va correspondre à déjà notre territoire d'expression. Et d'ailleurs, je voyais un peu tous les projets qu'on a listés, et c'est vrai qu'on travaille énormément ensemble, et on a, je crois, travaillé une seule fois sur un projet de production entre mon atelier et Métiers Rares. Le reste du temps, vraiment, on travaille autour de la poésie, les images, mettre en valeur les confrères et les concerts des métiers d'art. Voilà. Ça, c'est important de dire ça, c'est que moi, je sollicite Eve, c'est ma botte secrète, pour le sourcing. Parce que moi, j'ai un œil, je suis là, je fais les salons, je suis dans les ateliers, mais en fait, une artisane connaît les métiers d'art d'une façon que moi je pourrais jamais les connaître, et elle a un œil, et puis elle me connaît, elle connaît mes clients, donc voilà, si vous vouliez savoir quel était le secret de mon succès, c'est Eve Georges. Et c'est vrai, et sur le sourcing, à la fois, de toute façon ça se voit sur l'Instagram, hein, toutes les merveilles qu'elle déniche, et ensuite pour un projet, un savoir-faire, elle a un lien, et ça c'est important à dire aux artisans aussi, c'est que 50% des commandes d'un atelier viennent d'autres artisans. Et ça, c'est important de le savoir pour nourrir les liens, les valoriser. Et voilà. Je trouve ça important de dire ça aussi. Oui, je suis complètement d'accord. Et on en parlait d'ailleurs avant de commencer cette conférence un peu en off, de se poser la question, en fait, d'où viennent ces projets, d'où viennent mes clients, etc. C'est très souvent difficile de remonter en fait la pelote de comment on nous a trouvés, comment on nous a identifiés, quel est notre référencement. Et en fait, lorsque j'arrive à avoir des réponses, et en plus je déteste ce mot, mais c'est en très grande partie ce qu'on appelle le réseau. Mais le réseau, c'est les amis, en fait, vraiment. Enfin, dans le monde des métiers d'art, moi, je compte la plupart de mes amis, hein, et c'est des relations très sincères. Et en fait, je pense que tous les connaissances qu'on se fait sur ces salons-là, les voisins de stand, en fait, tous ces parcours qu'on croise par co-admiration, en quelque sorte, en fait, j'ai l'impression que c'est presque le point de départ de tout beau projet par la suite. Et ça, je le mettrais bien avant toute forme de prospection acharnée, de LinkedIn, de mail, etc. Complètement, ça c'est un truc qu'il faut dire aux élèves. Et bien voilà, maintenant c'est vous. Si vous avez des questions à nous poser, on est là. Et si vous n'avez pas de questions, j'espère que vous suivez The Craft Project, Métiers Rares, Atelier Georges. Comme ça, vous pouvez suivre toutes nos aventures, et on en a plein. Là, notre rêve, on vous le dit parce qu'on ne sait pas, hein, c'est avec vos bonnes ondes qui va se produire. C'est qu'on veut faire, quand vous allez voir l'Instagram, vous allez comprendre ce qu'on veut faire. On veut faire une expo, bien sûr. Une expo qui devrait pouvoir voyager dans le monde entier. On veut faire un livre entre les métiers d'art et la poésie. Voilà, nos rêves. Si vous n'avez pas de questions, je continue à dire nos rêves, hein, j'en ai plein, moi. Eh ben, on est bon. Merci beaucoup.